Bonjour les parents, verts et prudents. Aujourd'hui j'échange avec Isabella Anesi-Maezano. Isabella est directrice de recherche à l'INSERM et professeure d'épidémiologie environnementale. Ses recherches portent sur les maladies allergiques et respiratoires, notamment en lien avec la pollution atmosphérique et le changement climatique. On discute notamment de qualité de l'air à l'école, d'asthme, de comment réduire l'impact de la pollution atmosphérique et d'autres sujets. Voilà, j'espère que vous y trouverez des choses utiles et je vous amène Isabella Anesi-Maezano. Aujourd'hui, je suis avec Isabella Anesi-Maezano. Isabella, merci de te joindre à moi. Oui, bonjour et merci pour l'invitation. J'ai souhaité échanger avec toi à propos de l'un de tes domaines d'expertise, à savoir les maladies respiratoires et leurs liens avec la pollution atmosphérique, un thème qui présente de forts enjeux pour les enfants. Alors avant qu'on débute, est-ce que tu souhaiterais indiquer des liens d'intérêt au regard de la thématique santé environnementale, des liens que tu penses importants que les personnes qui nous regardent aient en tête en nous écoutant échanger? Alors, j'ai pas de lien d'intérêt avec l'industrie ou tous ceux qui est à but lucratif, mais j'ai fait partie de pas mal de conseils scientifiques, conseils d'administration pour des institutions qui sont publiques ou des sociétés savantes médicales. Donc, qui m'appellent pour mon expertise afin de donner des avis quand justement il s'agit, par exemple, vu l'objet de notre entretien aujourd'hui, des recommandations ou des mises au point sur certains dangers, risques pour la population. Donc, je n'y suis jamais seule, conseil, ça veut dire il y a plein de gens. Donc, ce que j'ai dit, ce que je souhaite ensuite est mis dans un contexte plus général. Et il y a des décisions qui sont collectives, qui sont prises. Donc, alors ça au niveau national et international, notamment Europe ou autre. Très bien, merci pour ces précisions. Alors pour commencer, si tu veux bien, je te propose de présenter ce sur quoi tu travailles et puis les enjeux de santé environnementale associés. Oui, donc moi je suis la co-directrice avec le professeur Pascal Desmoulins, qui est pneumologue, d'un institut qui s'appelle l'Institut Debré d'épidémiologie et santé publique. C'est une unité mixte INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale, et Université de Montpellier, car l'Institut est situé à Montpellier, à la faculté de médecine. Et nous travaillons, en fait, on a un objectif très précis, depuis du nom qui est très vaste, c'est la compréhension du développement et de l'augmentation des maladies inflammatoires chroniques. Donc, les maladies qui sont invalidantes et qui coûtent beaucoup en termes socio-économiques. Alors, ce sont des pathologies qui étaient, disons, pas trop fréquentes dans les années 60, qui depuis ont connu vraiment une poussée, une croissance très importante. Et puisque le terrain génétique est stable sur les décennies, c'est clair que ces pathologies, que leur développement, leurs exacerbations, c'est un mot un peu compliqué, mais pour dire qu'il y a des crises, des aggravations, sont dues à l'environnement et notamment à l'environnement qui a changé depuis les années 60. Aujourd'hui, on va parler de maladies de l'enfant. La première maladie de l'enfant est l'asthme, la maladie chronique la plus répandue est l'asthme. Et l'asthme, depuis les années 60, a doublé
quand on dit doublé, c'est que la fréquence de la pathologie est 2 fois plus importante que dans les années 60. Et ça, c'est parce que voilà, l'environnement est devenu plus agressif et les enfants ont été soumis à cet environnement. Alors, j'ai envie de dire que pour revenir à l'objectif de l'Institut que je co-dirige et de mes recherches, il faut, pour comprendre le rôle de l'environnement, bien évidemment, on procède par une méthode qui se veut performante. Et cette méthode, c'est celle par l'adoption du principe de l'esposomique. Alors, pardon, c'est un mot très compliqué, mais c'est prendre en compte tous les facteurs qui entourent l'individu et auxquels l'individu est exposé. Et pourquoi ceci? Bon, parce que malheureusement, on n'est pas dans des cages en verre, des bulles qui nous protègent, mais on est tout le temps exposé à plusieurs facteurs à la fois qui interagissent. Alors, autre thématique aujourd'hui, ça va être celle de la pollution atmosphérique. Et nous savons très bien, depuis qu'on a commencé à travailler sur cette thématique, que à parité d'exposition à un ou plusieurs polluants, donc un cocktail de polluants, le fait d'avoir un style de vie sain, c'est-à-dire de manger, d'avoir un régime alimentaire qui est riche en vitamines, antioxydants, le fait de faire de l'exercice et même d'éviter d'être exposé directement aux polluants protège davantage les personnes par rapport à celles qui n'ont pas cet ensemble de facteurs de protection. Donc, évidemment, il faut tenir compte du contexte global pour pouvoir comprendre d'un côté le rôle d'un ou plusieurs facteurs et puis de pouvoir faire des modèles de prédiction en vue de ensuite promouvoir des actions de prévention. Hein. Agir sur un seul facteur à la fois a un sens, bien sûr, et on le fait aussi, mais ce facteur n'est pas isolé, il est en combinaison avec d'autres facteurs et dont il faut tenir compte. Alors, donc, moi, je travaille dans ce domaine de l'esposome et puis pour ceux qui demandent aussi des méthodes statistiques, des méthodes de mesure qui sont très sophistiquées et sur lesquelles on travaille évidemment pour essayer d'appréhender bien les expositions des individus. Oui, alors sur la chaîne, ne t'inquiète pas, on a fait déjà plusieurs vidéos sur l'exposome, donc les gens qui suivent régulièrement sont j'ai vu, oui, j'ai vu ouais, de belles vidéos, oui, très bien. J'ai vu que dans tes études aussi, on parlait de l'enfant et je me souviens que quand on préparait notre échange, tu me parlais d'études que vous aviez fait notamment dans le contexte des écoles. Oui. Alors là, on a vraiment une expertise qui a commencé il y a longtemps. Et à la base de ça, le fait que après la maison, l'endroit où l'enfant passe le plus de son temps est l'école, surtout dans le primaire, hein, parce que l'école est obligatoire. On y va et on y reste, à part les vacances, hein, tout le temps jusqu'à 4h30 l'après-midi. Et puis, parfois même, il y a l'étude et on reste jusqu'à 18h. Donc, une partie consistante de la vie des enfants
passe à l'école. Et l'impression, quand on a commencé à travailler sur le sujet, est que à l'école, l'enfant est protégé parce que finalement, il n'y a pas vraiment d'exposition. Hein. Mais en fait, c'est une erreur. Et ma première étude, qui s'appelait l'étude civile, avait permis de déterminer qu'en moyenne, il y avait 6 000, hein, comme le titre l'annonce, 30% des enfants étaient trop exposés à des polluants de la vie commune, les particules, les fameuses particules, dont les particules fines. Et ça, c'était vraiment très original d'aller mesurer les particules fines en classe. Et ensuite, aux composés organiques volatiles, en fait, tous ceux qui font partie de notre vie, hein, ça va de produits de bricolage, produits d'entretien, les produits pour les constructions, l'ameublement, et bien évidemment, pour ces polluants, il y a 2 types de sources, celles qui sont, j'utilise le mot anglais, indoor, c'est-à-dire qui sont dès l'intérieur des locaux. Hein. On fait du ménage avec un produit, on veut bien nettoyer, donc on utilise un produit qui est agressif. Voilà, une source intérieure. Mais il y a aussi les sources extérieures, l'outdoor, on dit en anglais, qu'on touche, disons, qu'on a quand on ouvre les fenêtres pour changer l'air et que d'autant plus que l'école se trouve à proximité d'axes avec la circulation. Dans cette étude, quand même, il y avait eu 508 classes et 108 écoles. Et malheureusement, on avait posé, fait des... il y avait des questionnaires, des mesures médicales, etc. Mais en plus, on avait regardé attentivement à la construction de l'école et au bâtiment en demandant au personnel technique des mairies, en général c'était ça, et des écoles, plusieurs caractéristiques, de répondre à des questions sur plusieurs caractéristiques, et celle qui nous avait frappé, c'était qu'on avait demandé s'il y avait de la ventilation et gulp, je dirais, 0 école avait une ventilation qui marchait. Il y en avait qui ne l'avaient pas, donc, et d'autres qui l'avaient défaillante. Donc, c'est un des 2 principes quand même de la réduction des émissions de polluants. Les 2 principes sont évitement, bien sûr. On ne met pas une source dans une classe. Une source dans une classe, ça peut être, on achète un meuble neuf. Nous sommes maintenant tous, il n'y a plus de bois, du vrai bois, souvent c'est d'autres matériaux, ou même le bois il est traité, et là il y a des émissions, donc voilà une source qu'on peut éviter. Hein, et à côté de ça, il y a la ventilation. Et quand il n'y a pas la ventilation qu'on appelle mécanique, on peut penser, on va obligatoire vers la ventilation dont je parlais avant, c'est-à-dire l'ouverture des fenêtres. Et donc, voilà un cercle vicieux. Ça, c'est la première étude. Ensuite, on a, bien sûr, mis en évidence que les enfants qui étaient les plus exposés étaient aussi ceux qui avaient plus de problèmes respiratoires, dont des problèmes en relation avec leur asthme, hein, c'est-à-dire des exacerbations, des symptômes, même en termes vraiment mesurés de façon objective. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais on avait fait des mesures de fonction respiratoire et de tests à l'exercice qui est un marqueur d'un certain type d'asthme. Et puis à suivre, il y a eu d'autres études où on s'est amélioré
parce que toujours, déjà, il y avait cette idée de considérer un environnement global, hein, pas seulement un polluant, hein, plusieurs polluants, les caractéristiques météorologiques, les caractéristiques du bâtiment, etc. En d'autres termes, l'exposome de l'école, on pourrait dire. Et à suivre, donc, il y a eu 3 études européennes où on a mieux mesuré l'environnement, mieux mesuré la santé, et une performance avait été que on a considéré que l'environnement dangereux pour les enfants n'est pas seulement l'environnement chimique, mais c'est aussi l'environnement biologique. On appelle ça les biocontaminants, hein, et donc ce sont les fameux allergènes qui sont souvent à l'origine de crises d'asthme, donc cette substance à laquelle l'individu est allergique dans le sens de qu'il la rencontre, son organisme réagit plus ou moins fortement, hein. Au but de tout, il y a la crise d'asthme, hein, par exemple, pour l'enfant, c'est ça. Et puis, aussi les moisissures, parce que les moisissures, c'est un autre biocontaminant bien connu comme étant associé à l'asthme. Et puis, on a mesuré aussi quelque chose un peu plus compliqué qui sont les endotoxines. Et donc, on a toujours confirmé ces 2 résultats, c'est-à-dire d'un côté, les enfants sont trop exposés à l'école, hein, et parfois vraiment de façon grave. Dans une étude, on a même mesuré du radon, hein, c'est ce gaz qui est très lié sur le long terme au cancer du poumon, mais il y a d'autres données pour dire qu'il est lié aussi à d'autres problèmes respiratoires. Et dans une étude qui était européenne, on a carrément, grâce à l'étude, fait fermer une école parce qu'il y avait trop de radon auquel les enfants, tous les jours, étaient exposés. C'était au Portugal, hein, pour pas en France. On revient sur l'importance de la ventilation là dont tu parlais. Et Ouais. quand je t'écoutais, ça me faisait penser, ça faisait écho chez moi là. Tu sais, peut-être en France, il y a une réglementation sur la surveillance dans les écoles et les crèches, notamment, dans les établissements accueillants du public. Et il y a un guide pratique qui existe, donc j'avais participé il y a quelques années là, à son élaboration pour accompagner les établissements dans l'évaluation, dans la réalisation du diagnostic qu'ils ont à faire en termes de qualité de l'air intérieur. Et on retrouvait bien, et certainement, j'imagine, ça vient et ça fait écho aux résultats d'études comme celle que tu cites. Il y avait tout un pan de la réglementation et du guide qui est porté sur la ventilation, sur comment la vérifier, à quelle fréquence, etc. Et puis, il y avait aussi, tu parlais de l'environnement du site. Je me souviens que c'était quelque chose que tu avais souligné, l'importance de faire attention aussi aux sources de pollution qu'il y a autour de l'établissement. Et le diagnostic, avec des distances de référence, donner des actions et des mesures à faire plus ou moins poussées en fonction de l'analyse de l'environnement. Mais disons que parmi les études, peut-être la plus importante parce qu'elle a eu de retombées pratiques, c'est l'étude Symphonie européenne, 23 pays, et à la clé des recommandations qui ont été prises adoptées, disons, par ces recommandations. Donc, il faut toujours bien souligner le fait que les recommandations ne sont pas des obligations, hein, mais elles inspirent, et je pense que vous vous êtes inspirés parce que l'étude de Symphonie, bien qu'elle continue à produire des résultats, hein, parce que les données sont tellement riches qu'il y a des analyses qui continuent, mais elle est de 2000 quelques, donc elle avait été, et la France avait participé, bien sûr, avec aussi le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, et donc avec ces indications qui étaient encore en termes de
évitement et ventilation, aération, mais je pense après, c'est mon point de vue et c'est à mettre, disons, c'est à considérer. Il faut bien sûr un contrôle des polluants, ce que tu disais, hein, des polluants intérieurs, parce qu'on peut les mesurer, hein, certains. De plus en plus, maintenant, il y a des petits appareils pour mesurer. Nous, on a fait un petit capteur qui mesure justement les polluants et qui est très intéressant à l'intérieur parce qu'il est en temps réel, il fait des alertes, il s'appelle le Canara. Il faut la ventilation, mais voilà, il faut y penser, il faut la gestion de l'humidité, il faut la filtration de l'air, il faut... Bon, on avait trouvé, c'était une honte, des professeurs qui fumaient en classe, nous, dans l'étude des civils. Bon, alors là, à proscrire. Hein. Et l'élimination du tabagisme à l'intérieur, même si on a l'impression que dans la salle des professeurs, on peut fumer. Non, non, parce qu'il y a des ventilations qui communiquent. Ça dépend du type de ventilation. Les écoles, elles ne sont pas récentes. Souvent, il n'y a que un tuyau unique. Donc, on est dans une classe, mais ça sent la fumée. Et à rajouter, depuis quelques années, aussi le vapotage. Parce qu'en plus, là, il y a vraiment, je dirais, une méconnaissance, parfois un peu de la mauvaise foi aussi. J'exagère peut-être, mais méconnaissance du fait que ben, c'est dangereux aussi et c'est dangereux aussi pour les autres. Hein, pas seulement pour le vapoteur, mais aussi pour les autres. Cette substance, cette vapeur, elle peut être dangereuse. Et puis, bien sûr, je vais à mon dada, c'est l'éducation des occupants. Il faut, et aussi des usagers. Hein, il faut être au courant et après, c'est toute une partie. Et moi, j'ai commencé à travailler avec les architectes et ça, c'est plutôt pour les autres. Mais j'ai beaucoup appris sur la conception des bâtiments, la localisation. Les Américains, ça fait des années qu'ils ne bâtissent plus de nouvelles écoles à proximité de highways, comme ils les appellent, donc les axes routiers qui sont bondés parce que conçus quand il n'y avait pas autant de voitures. Et maintenant, il y a une saturation qui est très importante. Et puis, bien sûr, il y a l'utilisation des produits écolabellisés qui émettent moins. Et puisque j'ai parlé d'endotoxines, la gestion des déchets, parce que c'est là hein, qu'on trouve cette substance irritante qui est très liée à des problèmes respiratoires, notamment à l'asthme. Donc, voilà comment maintenant il faut procéder en enrichissant nos connaissances de base hein, sur l'évitement et la ventilation naturelle ou pas, parce qu'il y a d'autres façons de contribuer à avoir un air qui est plus propre. Alors l'école, c'est sur ce sujet de l'information, là, ça me faisait penser à ce que tu disais là, dans le plan national santé-environnement actuel, il y a une action pour un score oui. sur les produits ménagers dans un premier temps, une espèce Oui, d'équivalent du Nutri-Score. Voilà, oui, donc, il y a des travaux en cours sur ce sujet. Et puis, donc ça permettra d'augmenter encore l'information des personnes. Puis, je voyais un lien avec le sujet du capteur là, dont tu parlais tout à l'heure. Je sais dans l'école de ma fille, il y a un capteur et c'est très parlant pour les enfants qui pour indiquent le CO2, tout de suite. ça c'est quand l'air ne circule plus, entre guillemets. Effectivement, un capteur simplifié par rapport à celui, j'imagine, très utile. Oui, pardon. Ouais. Je t'en prie, pour aérer quand il y a besoin. Et je me rappelais aussi que c'était quand j'ai dans des conférences où il
était abordé comment on articule l'isolation thermique pour des besoins d'économie d'énergie avec le besoin de renouvellement d'air. Souvent, des chercheurs disaient qu'avoir des capteurs qui disent quand il faut et quand il n'y a plus besoin, c'était une des solutions d'articulation sur ça, quoi. Oui, parce qu'on a besoin d'étanchéité parfaite, mais c'est pas bon, hein, parce qu'après, tout ce qui est dedans reste. Donc, il faut vraiment articuler. Par rapport au score, en fait, il y a un score maintenant et je sais que il y a quelqu'un en France qui est en train de le tester pour la France qui s'appelle TAIL. Bon, c'est un mot comme un autre pour une qualité de l'air qui est générale, pas seulement pour les produits. C'est un chercheur danois, hein, qui a fait ça et il travaille avec l'OMS qui a un siège à Copenhague. C'est l'OMS Europe. Et donc, ils se rencontrent pour travailler sur ça. Ils ont déjà validé ça pour les bureaux. Dans le cadre de cette étude de symphonie dont je parlais, ils vont commencer à le valider pour les écoles. Ça va être très intéressant. Et je sais que la France a son volet français pour justement le tester à la fois dans les bureaux français et puis dans les écoles françaises. Parce que le CSTB dont je parlais tout à l'heure, et je suis dans le conseil scientifique du CSTB, a fait des campagnes dans les maisons, un échantillon représentatif des résidences principales françaises, dans les écoles, etc., etc. Donc, les bureaux, absolument, très bien explorés. Alors, je suis optimiste, je pense qu'on aura des outils, hein, il faut vraiment penser en termes d'outils, hein, qui pourront permettre rapidement, hein, d'établir si un endroit est pollué ou pas. Bien sûr, comme tu l'as dit, il y a la surveillance de l'air et pour qu'elle soit performante, il la faut en continu. Et même ces scores sont basés sur des mesures objectives. Mais à côté de ça, j'en parle comme ça encore, malheureusement la publication n'est pas acceptée, mais nous avons travaillé sur un score, d'abord sur deux concepts qui sont importants. Le premier, c'est une matrice qu'on appelle exposition et source. C'est une analogie avec emploi-exposition. Hein, quand on n'a pas mesuré de façon objective l'exposition des ouvriers, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va leur demander quels ont été vos postes dans votre vie et à la fin, à partir des postes, parce qu'il y a une connaissance établie depuis plusieurs années et des experts, hein, du terrain, on arrive à savoir que si, par exemple, si on était mécanicien, on était en contact avec l'amiante par le biais du changement des plaquettes des freins. Hein. Ça, c'est pour faire un exemple. Donc, tout simplement savoir que les gens ont exercé certaines professions permet d'établir des risques d'exposition. Et nous avons fait la même chose pour les écoles et les domiciles, hein, des gens, c'est-à-dire à partir de sources éventuelles, déterminer les polluants et puis tout simplement un score de risque. Hein, vous avez des fumeurs à la maison qui bricolent, là je caricature un peu, hein, mais pour rendre une idée, ménage très agressif avec Karcher décapant, produits, etc., eh ben, il y a plein de
produits en suspension et puis des polluants. Hein. Il faut penser aussi, il n'y a pas que les polluants de l'air. Parfois, ben, c'est dans la poussière qu'on a des choses et puis le fait de brasser l'air fait aller en suspension. C'est l'exemple des plastiques, par exemple, des phtalates, des produits qui sont semi-volatiles, donc retombent vite sur le sol, mais qui peuvent aller en suspension dès qu'on on brasse l'air, on fait bouger l'air. Donc, on a aussi cet instrument à venir, hein, et qui se veut performant pour établir un petit risque en tenant compte à la fois toujours du chimique et du biologique. Parce que bon, là, après, il est question que je parle un petit peu de l'asthme, hein, bien évidemment des enfants, parce que c'est cette pathologie qui est très fréquente dans l'enfance avec une prévalence, ça veut dire une fréquence, hein, tout simplement un mot un peu savant, de jusqu'à en France 15%, hein, ça veut dire beaucoup, 15 enfants sur 100 qui sont malades, mais dans certaines régions même plus que ça, et dans le monde on arrive à 30%. Donc un enfant sur 3 pratiquement qui en souffrent. Alors, c'est une maladie multifactorielle hein, qui heureusement se présente de plusieurs façons, légères, mais malheureusement il y a aussi des formes sévères, très sévères. Hein, et dans l'étude Symphonie, on avait eu, et ça avait été vraiment choquant pour nous les chercheurs, 2% d'enfants qui avaient fait une crise d'asthme grave à l'école et qui avaient nécessité l'intervention d'un médecin, SAMU ou autre. Vous voyez, donc l'enfant, c'est énorme, c'est énorme. Hein, donc, et bien sûr, on avait trouvé des liens avec la qualité de l'air, mais il faut être toujours très prudent parce que les enfants évidemment, sont exposés à des polluants même à la maison et puis à l'extérieur. Peut-être en allant à l'école, c'est une journée où il y a beaucoup de pollution dans la rue. Évidemment, c'est à l'école qu'ils font leur crise. Hein, et voilà, donc c'est une maladie qui est sous-diagnostiquée, en partie quand il n'y a pas quand il n'y a pas la forme grave. Hein, les parents pensent que c'est un peu de tout, etc. Et voilà, donc c'est sûrement un marqueur, cette pathologie de l'environnement qui change. Et il y a plusieurs formes. Une forme allergique, c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup à ces allergènes dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi une forme qui n'est pas allergique, même chez les enfants, et qui est due plutôt à des irritants. Et les polluants font partie des irritants. Et puis celle-là, plus les sous-diagnostiqués, je dis qu'en termes de recommandations de réduction des expositions pour les parents, finalement, où ils se situent sur ce continuum, c'est pas clé pour les mesures de prévention. Finalement, les mesures de prévention, elles s'appliquent à tout le monde. Je me souviens qu'on discutait que, notamment pour les particules dont tu parlais tout à l'heure, les particules fines, les plus fines, elles vont jusqu'aux alvéoles, elles vont dans le sang, et donc en fait, elles s'arrêtent pas dans le haut du système respiratoire, et donc tout le monde a intérêt à avoir des bonnes pratiques de réduction des expositions, même si on n'est pas asthmatique ou même si on l'est et qu'on n'est pas diagnostiqué, quoi. C'est des choses assez transversales. Oui, donc, voilà, là on quitte l'enfance pour dire, mais les enfants, du fait qu'ils commencent très tôt à être exposés, a priori, vont avoir un risque plus important que d'autres générations qui les ont précédés, hein, évidemment, parce que c'est là, il y a vraiment une pression
environnementale qui est très, très importante. Comme je le disais tout à l'heure, elle a commencé dans les années 60 et je donne toujours ce chiffre qui est très, très impressionnant, mais en même temps instructif. Depuis 1960, l'homme a produit 360 000 nouveaux produits, ex-novo, pour dire neuf, complètement. Ça ne faisait pas partie de l'histoire du vivant. Non, non, pas partie de l'histoire de l'homme. Pour faire quelques exemples, PFAS pour le Tefal, hein, des poils, ou plastique, ou bien d'autres polluants. Et de ce produit, on en connaît un peu, hein, je ne vais pas, bon, c'est bien sûr, seulement 35-36 000. L'Europe a cette initiative REACH où ils font un travail très soigné, mais si vous regardez la liste, elle est à 30 000 et plus produits. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de produits dont on ne sait rien. À la limite, même pas la composition, parce que souvent, c'est l'industriel qui l'a. C'est secret, hein, parce qu'il ne la dévoile pas. Et puis, les effets ne sont pas établis. Donc, les effets, bien sûr, en général, on commence à s'en occuper quand on voit que là où on fabrique un produit, hein, il y a des maladies en excès. Par exemple, c'était le cas des fameux PFAS, des poils Tefal. Les ouvriers étaient malades, pas seulement les ouvriers, aussi la population autour de l'usine qui fabriquait, c'était aux États-Unis. Et pourquoi? Parce que, comme souvent, en fait, il y avait des rejets, hein, dès l'élaboration du produit dans la rivière. Donc, d'un coup, pas seulement les êtres humains, mais aussi les animaux, et même davantage, puisqu'ils buvaient l'eau de la rivière directement, ont commencé à avoir des problèmes qui étaient très graves. Cancer, multisites, métastases, etc. Ça, et là, évidemment, ça a été toute une bataille, hein, aux États-Unis, parce que les industriels sont très forts et bien défendus. On a établi des risques, hein, en passant par des études expérimentales et des études épidémiologiques, pour ensuite découvrir que l'industriel, bien sûr, il avait tout fait, surtout au niveau expérimental, parce que c'est très facile de tester un produit sur les animaux, hein, ou sur des cellules humaines récupérées, par exemple, par des biopsies ou des choses équivalentes. Parfois, c'est tout simplement une prise de sang, hein, et puis on bombarde les cellules avec un spray qui contient le produit. Donc, ce sont les Américains, c'était un procès très connu. Ils ont compris que l'industriel était tout à fait au courant de la dangerosité et que il avait vu que il avait mis les intérêts économiques devant la santé des populations, hein. Et donc, mais là, c'était flagrant, hein. Oui, c'était tellement connu cette histoire que ça va me donner lieu à un film de mémoire. C'est Darkwater que tu oui, parfaitement. Mais à côté de ça, il y a des produits pour lesquels il faut attendre trop longtemps. Mais par exemple, les phtalates, on y est arrivé, hein, à démontrer que les phtalates étaient des perturbateurs endocriniens, donc il avait des actions sur les hormones et de ce fait, par le biais des hormones, après sur plein de pathologies, y compris l'obésité, hein, par exemple. Et voilà, le bisphénol A est parti des étiquettes de nos courses, hein. Quand on achète, on avait du bisphénol, maintenant il n'y a plus le bisphénol. Mais tout ça pour dire que c'est très
réduit. Hein, Oui, il y a une illustration qui est très parlante d'ailleurs pour illustrer ce que tu disais là. Une illustration qui est faite par l'Agence européenne de l'environnement, peut-être que tu la connais, c'est un énorme iceberg. En fait, il disait même parmi les 20 000 à plus d'une tonne, là, ceux qui ont les examens approfondis, enfin, en fait, on connaît bien que quelques centaines, quoi. Toujours pour revenir aux Ouais, centaines de très milliers bien. là, Et dont tu puis, parlais. si on va voir sur quel produit on a des mesures, euh, très peu encore moins. C'est encore un iceberg plus petit. Hein. Et je veux dire, avec tout ça, c'est basé aussi sur le fait, on a discuté, nous, en préparant cet entretien, que on est trop lié à cette histoire avec la certitude C'était exactement à ce à quoi je pensais, quoi. totale. Ouais, Je t'avais demandé et quels étaient malheureusement, les... on n'y arrive pas. Et pourquoi? Parce qu'il y a l'exposome et que certitude, et surtout pour des maladies qui sont multifactorielles, où il y a quand même une composante génétique de prédisposition, que là, c'est le cas de l'asthme. Hein. L'asthme court dans les familles, hein, disait Maïmonide. C'est vrai, on a le grand-père, puis on a un petit-fils, etc. Donc, ce sont des gènes de prédisposition qui se transmettent. Et là, donc, du fait de la multifactorialité des maladies et puis du fait que le contexte n'est jamais très simple, mais l'environnement est complexe, on est en manque de certitude, notamment sur le développement. Hein. L'asthme est un cas académique de ce point de vue. Personne n'aimait plus en cause, en discussion plutôt, le fait que la pollution peut aggraver l'asthme. Tous ceux que je connais, moi, hein, dans mon milieu médical, ou etc., sont bien convaincus, parce qu'en plus, ils l'ont vu autour de... c'est-à-dire, on connaît tous un asthmatique, on sait qu'il respire moins bien quand l'air est pollué. Mais en revanche, quand on va vers est-ce que la pollution est un facteur causal, est lié de façon significative au développement de l'asthme, là, les gens sont moins convaincus. Et pourquoi? Parce que on a toujours quelques études qui sont négatives, quelques études qui sont positives, et puis donc il n'y a pas de certitude. Et moi, je suis en santé publique et je pense que dès qu'il y a un doute, il faut que le principe précaution soit pris en compte et qu'on aille dans la direction de protéger les personnes. C'est entre autres un discours sur le long terme, parce que si les gens sont malades, c'est un coût socio-économique, comme je le disais, pour tous. Donc, c'est pas parce que maintenant on doute, qu'on n'a pas tous les instruments et toutes les données, qu'on perd la possibilité de faire une prévention qui serait très utile dans les années. Alors, de ce point de vue... J'ai le souvenir qu'effectivement, je t'avais demandé, est-ce que tu as en tête une sorte de conseil, de fausse bonne idée ou de conseil qui est mis en avant de manière erronée. Et je me souviens que tu avais répondu, mais en fait, le problème numéro 1, c'est qu'il n'y a pas assez de conseils. C'est que les recommandations, comme on attend un niveau de preuve très très haut, en fait, on n'est pas suffisamment prudent dans les recommandations et finalement, elles sont en nombre très limité. Et donc, on a une démarche de prudence qui est de faible niveau, quoi. Ouais. Et pour rebondir un peu sur ce que tu disais, que est important à dire en considérant le long terme, ces particules fines, les ultra fines, qu'on ne mesure même pas. Il n'y a pas d'obligation de mesurer les ultra fines, alors que ce sont les particules qui passent la barrière alvéolaire, tout comme d'autres barrières, hein, d'ailleurs. Et plus généralement, d'ailleurs, il y a très peu de polluants qui sont mesurés réglementairement. Il y a quoi, oui, quinzaine peu. Oui, très peu. Et pour la pollution
où on pense bien faire, parce que la pollution, on pense d'être très avancé. Hein. Il y a plein de discussions, réunions et même recommandations de l'OMS suivies par une directive européenne, mais bien que à plus long terme, mais très peu, comme tu dis. Et ces particules ultra fines qui sont les dangereuses qu'il faudrait dénombrer, parce que c'est pas la peine de les peser, elles pèsent rien. C'est comme un gaz. Donc, c'est une perte de temps. Elles franchissent les alvéoles, la barrière alvéolaire, elles se retrouvent. Et ça, c'est sur le long terme qu'on voit les effets néfastes de cette exposition. Il y a des processus inflammatoires qui s'installent et qui mènent sur le long terme à des pathologies qui sont les pathologies chroniques dont l'Institut, je co-dirige, s'occupe. Et c'est vraiment dommage. Donc là, on est loin de tout. Hein. Pas d'incertitude, pas de certitude. Mais en fait, il y a plein de données qui suggèrent qu'il faut les considérer. Et pour revenir un petit peu à cette idée de, voilà, tout ce polluant, ce qu'on sait maintenant, tous ces polluants en excès qu'on ne mesure pas et dont on connaît peu de faits, mais il y a un effet qui est connu, ces polluants abîment, je parle un langage qui est très simple, les muqueuses. Et quand les muqueuses sont abîmées, alors elles permettent, en fait, il y a deux processus qui se passent. D'un côté, elles permettent la pénétration des agresseurs étrangers, virus. Elles filtrent moins bien, quoi. Elles filtrent moins bien, voilà. Très bien dit. Moi, je voulais parler de perméabilité, mais elles filtrent moins bien. Et de l'autre, parce que commence un processus de défense, elles engendrent une inflammation. D'accord? Donc, bon, être inflammé, c'est pas bon. Même si au début, l'inflammation, c'est un bon processus parce que c'est la réaction de défense. Mais quand elle se chronicise et qu'elle reste, et c'est bon. Alors, quand on parle de muqueuse, il y en a de partout. Hein, dans le nez, dans les voies aériennes, la peau, au niveau quand on rentre dedans, ensuite des organes, etc. Et cette hypothèse qui commence à prendre pied est l'hypothèse de la fragilisation des barrières et épithéliales ou autre chose de défense à la suite des expositions à des produits. Et là, on découvre plein de choses. Pour l'instant, il y a beaucoup de données qui sont expérimentales. Donc, c'est très facile. Maintenant, on peut même faire des films, construire par exemple, des films qui copient parfaitement la peau. Hein, et donc, il y a pas mal de chercheurs qui travaillent qui bombardent ces barrières, soit artificielles, soit vraies, hein, quand on peut, toujours les biopsies, toujours par le biais de ce qui reste après les opérations chirurgicales, pardon. Et là, on voit si le polluant, le produit, fait des trous ou pas, comment la barrière répond. Voilà, donc je suis là aussi optimiste. Je pense qu'il y aura des découvertes importantes. Il y a déjà des données sur certains savons, il y a des données sur produits qui sont utilisés dans la vie courante. Voilà.
Imaginer aussi, pour faire écho avec ce que tu disais en début d'entretien, que certains facteurs d'hygiène de vie pourraient contribuer à rendre les muqueuses plus robustes ou à les faire se réparer plus vite. Je me Oui. souviens que tu avais parlé de ça pour l'alimentation ou pour l'activité physique, qui nous rendent plus robustes, plus résilients. Et peut-être que là aussi, ça Alors, pourrait s'appliquer, d'ailleurs. de façon très, oui, bien sûr, de façon très schématique, le mouvement, c'est une bonne lutte, faire de l'exercice contre l'inflammation. Donc, voilà, on diminue l'inflammation, on l'a vu pour certaines pathologies. Ce qui a changé aussi, les pratiques de soins. Et avant, je sais pas, il y avait des malades qui ne bougeaient pas parce qu'il ne fallait pas. Ben non, on leur dit maintenant, dans le cas des maladies type arthrite, c'est bien de faire du mouvement. Et puis, voilà, le régime alimentaire, évidemment, eh ben, c'est très important parce que ça donne des antioxydants, des anti-inflammatoires et qui permettent voilà, d'affronter, je dirais, les risques de façon euh, euh, plus appropriée. Hein. Et à côté de ça, il y a toujours le comportement. Hein. Comportement, si on voit, on est parent d'un enfant asthmatique, que on est à proximité d'un axe routier qui a un bouchon, hein, où il y a un bouchon en cours, ben, il faut éviter que l'enfant soit exposé en passant ailleurs ou en allant peut-être très vite. Parfois, on ne peut pas faire autrement. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle je voudrais insister. C'est très bien d'avoir des discours généraux, il faut ci, il faut faire ci, il faut faire cela, mais honnêtement, il y a des gens qui n'ont pas le choix, qui ne peuvent pas faire autrement. Habiter à proximité d'un axe routier, souvent, découle du fait qu'on n'a pas le choix d'être ailleurs. On a attribué un appartement et on ne peut pas déménager. Et, voilà. Et pareil pour l'utilisation de certains produits parce que les bons, j'ai parlé de Ecolabel tout à l'heure, sont plus chers que les autres. Même à l'école, il y a des feutres qui sont labellisés parce que là aussi, il y a un score hein, des émissions rouges ou verts. Et bien, les verts sont plus chers, inutile que je le dise, que les rouges. Et voilà, donc les inégalités environnementales et puis de santé existent. Hein, il faut s'en rendre compte. Même, on sait hein, qu'il y a des gens qui habitent dans des endroits qui sont pourris, avec plein de moisissures, tout en payant un loyer qui n'est pas pas cher. Hein. Ça, ça se voit tout le temps et évidemment, ces gens n'ont pas le choix de faire autrement. Hein, et il faut s'en souvenir dans les mesures qui sont adoptées. Et pour insister un peu, disons, pour revenir un petit peu aux recommandations, dans le cas de certains facteurs de risque, évidemment, il y a plusieurs niveaux hein, où on peut intervenir. Là, dans ton émission, les parents veulent savoir ce qu'ils peuvent faire, mais moi, je profite, comment dire, de l'antenne pour dire qu'il y a des interventions au niveau des institutions et là-dedans, il faut mettre aussi l'Europe, évidemment, hein, parce que les directives européennes sont observées, même si sur le long terme, par exemple, si on dépasse certaines valeurs de pollution, il y a des amendes que les pays payent. Donc, La France, bon, pour par exemple. l'instant, non, hein, la France, par exemple, avec les particules et puis l'azote. Oui, mais elle n'a pas payé, elle la note. Hein. Pour l'instant, ce n'est pas payé. Hein, Ils sont juste condamnés. Hein.
Oui, pour l'instant, en montrant la bonne volonté, et c'est parce que c'est très cher, la note est chère, mais il va payer hein, à la fin, et bien sûr, elle va régler l'addition. Et ensuite, on les oublie tout le temps. Et bon, dans les autorités, après, il y a les maires, les mairies qui souvent se comportent différemment de ce qui est préconisé par le gouvernement, les ministères. Il y a ensuite les industriels qu'il faut qu'ils fassent des choix pour aller dans la bonne direction. On l'a vu avec les voitures électriques. Honnêtement, c'est arrivé peut-être trop tard. Hein. Ils auraient pu commencer avant d'envahir le marché avec des voitures diesel qui sont très polluantes. Et puis ensuite, évidemment, il y a toujours dans cette liste d'acteurs les professionnels de santé hein, qui doivent être là, doivent être bien informés, ce qui n'est pas le cas, hein, parce que moi j'enseigne sur la pollution et c'est pas satisfaisant hein, parce que j'ai quelques heures par-ci et par-là. Mais apparemment, il a été décidé, et je le vois au niveau de ma faculté de médecine, d'étaler cet enseignement en le rendant obligatoire. Donc, je suis optimiste. Et il n'y a pas que les médecins, hein, j'ai dit personnel de santé, parce qu'il y a aussi les infirmiers, les infirmières qui sont souvent sollicités. Et par exemple, on ne l'a pas mentionné, mais les 1000 premiers jours de vie sont cruciaux et ils comprennent la grossesse pour l'avenir de l'enfant. Et dans ce cadre, les sages-femmes aussi hein, doivent être bien informées sur les expositions qui sont dangereuses pour... Essentiel. Ouais, essentiel. Donc, et après, voilà, quatrième dans la liste, c'est nous, hein, les usagers, je dirais, et puis souvent les exposés, hein, comment réduire. Et là, bon, on l'a dit pour les classes d'école, mais de ce point de vue, il y a les parents, voilà, peuvent faire des choses, peuvent éviter que l'enfant assiste au bricolage, hein, par exemple. J'ai souvenir que tu insistais sur ça en disant que les enfants, ils avaient un côté surtout les jeunes enfants, un côté passif par rapport aux expositions. On peut penser, bon, évidemment, à ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ou à ceux qui ne peuvent pas lire un pictogramme de danger, mais aussi qui ne pensent pas à bouger quand on fume à côté d'eux. Enfin, qu'il y avait ce côté plus passif des enfants, nous donnait une obligation d'action, de prendre soin, de manière proactive. En tant de prise en compte du fait qu'ils sont passifs et que même s'ils sont dérangés, ils ne s'en vont pas. Moi, si quelqu'un fume à côté, je m'en vais. Hein, parce que ça me dérange. Je suis un peu allergique aussi. Et je commence un peu à tousser, etc. Et les enfants, même s'ils toussent, n'ont pas la réaction de dire ah ben, je suis en train de tousser parce que y a un tel qui fume à côté. Voilà, il reste. Et souvent, en plus, ils ne veulent pas le dire parce que ce sont les parents qui fument. Donc ça, vraiment, l'élimination du tabagisme en présence de l'enfant, ça me paraît très important. Puis la réduction de l'exposition à la pollution de l'extérieur, à la pollution de l'intérieur, davantage avec, évidemment, on peut éviter, ventiler et puis, voilà, éviter surtout, hein, peut-être il y a des choses qu'il faut faire, hein, on revient à ce qu'on est obligé de faire. Peut-être on refait une peinture à la maison, mais pas en présence de l'enfant. Et cette idée qu'on refait les chambres quand l'enfant doit naître, ben, il faut tout à fait bien à l'avance, pas la semaine avant que le bébé arrive à la maison. Ça, on peut s'organiser pour que ça soit fait à l'avance en ouvrant les fenêtres, bien sûr, puis bon, utiliser certains produits aussi, ça coule de soi. Et donc, voilà, en y mettant tous un peu, on arrive à rendre
Une gestion l'environnement, proactive, ouais. ouais, un peu plus sain. Voilà. Bon, merci beaucoup, Isabella, pour toutes ces informations, toutes ces bonnes pratiques utiles. Est-ce qu'il y aurait un sujet important pour toi qu'on n'aurait pas abordé spontanément au cours des Bon, échanges? mais je dirais qu'on a été un peu léger sur les conséquences sanitaires, mais bon, je vois que j'ai pas mal parlé, donc évidemment, je voudrais peut-être revenir sur le fait que on est exposé maintenant et que les effets, souvent, on les voit bien plus tard. Et pourquoi? Parce que, bon, grâce à tout ce qui a été fait, ben, les expositions sont réduites. Mais les données de la littérature montrent bien que c'est le fait d'être exposé de façon chronique qui a même à des doses qu'on ne considère pas comme exagérées, qui est associée à des pathologies plus tard dans la vie. D'ailleurs, les dernières guidelines, pardon d'utiliser l'anglais, mais les recommandations de l'OMS vont dans le sens de dire que ben, les niveaux acceptables d'exposition sont très très bas. Et pourquoi? Parce que en faisant une revue soignée de la littérature, on a trouvé que des gens tombaient malades pour des valeurs qu'on avait toujours considérées comme saines, comme safe, sûr en fait. Plus on les étudie, plus on a du mal à trouver un seuil Oui, et d'innocuité, en fait. pourquoi? Parce qu'il y a la susceptibilité individuelle, bien sûr, et dans les groupes susceptibles, ben, il faut mettre les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants, et puis tous ceux qui ont des pathologies en cours, hein, malheureusement, qui sont malades. Et donc, mais parfois, on a aussi des gens que ben, on a considérés comme sains et qui subissent les effets de la pollution parce que malheureusement, nous ne connaissons pas encore des marqueurs biologiques d'effets de certains polluants et peut-être on découvrira ça, j'espère. Et ça donnera des pistes peut-être de prévention pour identifier les sujets qui sont à risque accru. Donc, voilà, c'est en pensant sur le long terme qu'il faut faire toujours attention. Ça, c'est peut-être la recommandation la plus importante. Il faut penser en termes d'effets à long terme, en plus, bien sûr, des effets à court terme qui sont plus ou moins à court terme selon les pathologies. Et la deuxième remarque que j'ai envie de faire, c'est que je suis là pour parler de maladies respiratoires, mais en fait, la pollution est responsable de plein d'autres pathologies parce que ces particules ultra fines qui se promènent dans le corps humain sont à l'origine, attaquent plusieurs organes. Et donc, voilà que la pollution était liée à des maladies neurodégénératives, à l'obésité, au diabète, cardiaque. Ça, c'est peut-être intuitif parce que le poumon est très lié au cœur. Donc là, d'ailleurs, là vraiment, c'est super bien établi. Mais les arthrites, les cancers, et pas seulement cancer du poumon, d'autres cancers, leucémie, cancer du sein. Alors, il y a tellement de polluants et tellement d'effets qu'ensuite, on a des réactions, des effets qui sont très différents et des mécanismes sous-jacents aussi très différents. Donc, voilà, et prévention sur long terme en tenant compte de l'exposition, mais du fait qu'on peut avoir une attitude intelligente vis-à-vis des agressions de l'environnement. Oui, il y a une gestion proactive de ces expositions et de ces risques, comme tu l'as montré tout à l'heure.
Pour ceux qui veulent suivre ton travail, te suivre toi, tu as parlé de travaux scientifiques. Je sais pas, il y a moi aussi je commence à avoir des mots anglais. Est-ce qu'il y a des Ainsi. formats de traduction vulgarisés pour des gens qui veulent suivre tes travaux? Bah, il y a quelques papiers, malheureusement peu en français. Je ne sais pas si c'est vraiment la vulgarisation. Autrement, bah, je donne des interviews, ça c'est plus facile, évidemment. Voilà, il faudrait que j'organise ça avec. J'ai tous les sites et j'ai tous les liens pour les papiers. Hier, c'était le Figaro, hein, à propos du périphérique à 50 km horaires et les avantages pour les riverains et les usagers. Voilà, je suis sollicitée souvent pour répondre sur des questions très précises. Et là, c'est scientifique parce que c'est basé toujours sur des données scientifiques, mais évidemment avec un langage qui est d'accès plus facile. Donc pour te suivre, on suit la presse et tu es peut-être sur les réseaux sociaux ou tu as... Non, malheureusement, je ne suis pas très Ok. réseaux sociaux parce que je n'ai pas le temps, tout Bon, simplement. on suivra par la presse et puis je m'occuperai Oui, du non, mais relais je des résultats de tes pourrais. études. J'ai vu dans d'autres interviews que tu as fait, je pourrais mettre un curriculum vie. Ok, on le mettra dans la description Oui, oui, voilà. de la vidéo. Et puis, voilà, quelques liens sur. Voilà. Mais en tout cas, je pense que je sors si on me met sur Google. Parce que Oui, mon je nom confirme. est unique. Il n'y a personne d'autre qui s'appelle comme moi. C'est un nom déjà compliqué, mais je suis la seule à l'avoir. Oui, et puis tu produis aussi beaucoup de contenu utile. Isabella, merci beaucoup pour ton temps, pour l'échange utile. Et puis C'est moi qui te je te dis remercie pour au plaisir de te croiser l'invitation. dans la vraie vie. Et puis, bon, je mettrai dans le curriculum, bien sûr, il y a Oui, mon adresse email et j'ai plein de gens qui me contactent parfois pour des problèmes très spécifiques et quand je peux, bien sûr. En tout cas, je réponds toujours peut-être pour dire non, ce n'est pas vraiment mon expertise, mais je réponds aux emails que je reçois. ok, c'est vraiment super. Encore une fois, merci beaucoup. Au plaisir de te Merci, croiser dans la vraie vie. merci, à bientôt. Au Au revoir. revoir. Voilà pour cet entretien. S'il vous paraît utile, vous pouvez liker, vous abonner et clocher, si ce n'est pas encore fait, pour que YouTube favorise sa diffusion. À très bientôt.